Bonsoir, bienvenue à vous tous et à vous toutes ce soir pour une conférence qui nous permet de revoir et de réaccueillir Georges Petitjean. Georges Petitjean est le co-commissaire d'une exposition qui est ouverte au public jusqu'au 28 janvier, jusqu'à dimanche de la semaine prochaine, dans la galerie que l'on appelle temporaire du musée Saint-Laurent, à quelques pas d'ici. Co-commissaire puisqu'il a conçu cette exposition au printemps 2023 avec sa co-commissaire Bérengère Prima, qui est aussi la présidente d'une fondation en Suisse qui s'appelle la Fondation Opal, et qui depuis une vingtaine d'années a comme mission et comme cœur de métier, disons, de collectionner l'art aborigène d'Australie, mais aussi de le diffuser en Suisse et même jusqu'au Maroc, ici, l'année dernière et cette année. Et ensemble, Georges et Bérengère Prima ont conçu une exposition qui s'appelle Serpent, art aborigène d'Australie, qui présente une trentaine d'œuvres de la collection Opal ici à Marrakech et qui a comme thème l'iconographie du serpent, sachant que la première maison que Yves Saint-Laurent avait achetée à Marrakech, vous le savez peut-être, s'appelle Dar al-Hench, la maison du serpent. Donc c'est ce lien qu'on a voulu établir, peut-être un peu artificiel de prime abord, et c'est aussi le lien qu'avait repéré Bérengère Prima quand elle est venue ici en 2017. Elle avait participé aux festivités d'inauguration du musée et elle avait remarqué qu'il y avait une carte postale à la librairie qui représentait un dessin que Saint-Laurent avait fait au mur de cette maison de Marrakech, un serpent en une forme hélicoïdale. Et cette peinture évoquait peut-être moins dans l'esprit de la co-commissaire de l'exposition le Maroc, une maison, celle de Yves Saint-Laurent, mais plutôt un art loin du Maroc, en l'occurrence l'art aborigène d'Australie. Et donc, 6 ans plus tard, 7 ans maintenant plus tard, est née cette exposition. Un catalogue accompagne cette exposition, qu'ont dirigé Georges Petitjean et Bérengère Prima. Et on a le plaisir donc d'inviter ce soir Georges pour faire un pas de côté ou un pas en arrière sur cette exposition, mais de manière plus large sur la collection dont il est le conservateur ou le curateur, dit-on, parfois, cette collection Opal à Lens, en Suisse, sachant que Georges a une formation d'historien de l'art, mais aussi d'anthropologue et de sociologue, qu'il est natif de Belgique, où il a fait ses premiers pas à Bruxelles, à l'université, mais qu'il a surtout achevé ses études à Melbourne, en Australie, au contact direct avec ce continent ou cette île qu'on appelle l'Australie, et il y est depuis de nombreuses années retourné, vécu notamment dans les communautés désertiques d'Australie, et donc c'est en fin connaisseur tant de la collection Opal que de l'exposition, que de l'art aborigène d'Australie, qu'il revient ce soir nous expliquer, peut-être plus en détail, plus amplement, le propos de l'exposition et peut-être le thème du serpent arc-en-ciel, très présent dans l'exposition. Et voilà, peut-être sur cette note-là, je laisse la parole à Georges. Merci beaucoup et à tout de suite. Bienvenue à tous. Je suppose que vous avez tous vu l'exposition. Sinon, il reste encore le temps de le faire. En tout cas, donc, ce soir, je vais vous parler du serpent arc-en-ciel, qui est le thème principal de l'exposition Serpent. Plusieurs œuvres que je montrerai dans la présentation ne sont pas dans l'exposition, mais souvent, il s'agit d'œuvres des mêmes artistes. Ah oui, entre guillemets, j'ai une petite toux très irritante, donc je ne suis pas malade, mais c'est un peu irritant. Voilà le serpent comme être créateur dans l'art ou être destructeur, comme on va le voir. Le serpent, bien sûr, dans l'art et dans la culture, est un thème universel. Par exemple, un des sites les plus anciens qu'on a trouvé où le serpent aurait joué un rôle très important dans le culte religieux, c'est dans Reno Cave, dans le Botswana, qui date d'environ 70 000 ans avant le temps présent. Bien sûr, on connaît tous la Médusa, dans la mythologie grecque, ou le Laocoon. Bien sûr, une des œuvres d'art les plus importantes au musée du Vatican.
ou encore le serpent dans un contexte religieux, dans le contexte ici de l'Ancien Testament, Adam et Ève et le serpent, sur une peinture de Cornelis van Haarlem, un peintre hollandais de la fin du XVIe siècle. C'est intéressant de vous montrer le serpent en question, comme le serpent a bien la queue du serpent, mais est une personne, tout comme d'ailleurs le serpent dans la chapelle Sixtine au Vatican, l'expulsion du paradis terrestre, où le serpent également prend la forme humaine, la forme d'une femme. On va voir dans les cultures aborigènes que souvent le serpent, là aussi, pourrait prendre la forme humaine, de femme ou d'homme. Bien sûr, à la base, il y a un animal, le serpent, un animal qu'on trouve partout au monde. Et en Australie, donc on va parler de l'art australien, on trouve pas moins donc des 10 sortes les plus venimeuses au monde. On trouve pas moins que 8 sortes de ces 10 sortes venimeuses en Australie. Donc le serpent y est très très présent. L'art que je vais vous montrer aujourd'hui et qui est dans l'exposition également provient de cette région-là, la terre d'Arnhem, où on va voir des peintures sur écorce, les déserts centraux et occidentaux, et la région du Kimberley, dans le nord-ouest de l'Australie. Bon, l'Australie, comme on le connaît, il y a bien sûr les grandes villes, Melbourne, Sydney, encore Darwin, à laquelle je vais faire référence plus tard, Brisbane, à la côte est. Donc, les serpents en Australie, entre autres le King Brown snake. Il faut ici que je vous raconte quelque chose sur le dreaming, sur le rêve, qui est le principe, la base du savoir aborigène, la base des religions aborigènes. Qu'est-ce qu'est le dreaming ou le rêve? Le rêve ou le dreaming est une traduction anglaise ou française d'un concept aborigène qui, dans plusieurs langues aborigènes, et avant l'arrivée des Blancs en 1788, il y avait quelques 500 langues différentes qui étaient parlées, a fait un nom différent. Donc, dans la culture Kidja, par exemple, dans la langue Kidja du Kimberley, c'est le Naningari. Dans la langue Yolnu, et la terre d'Arnhem, c'est Djang, par exemple, un des noms. Donc plusieurs, ou le Chukurpa encore pour le centre de l'Australie. Ce rêve, qui a aussi été décrit par un anthropologue comme le everyone, donc l'ici, partout, toujours, est une sorte de dimension de temps, mais là, déjà, on parle aussi du temps du rêve. Le temps du rêve, en fait, ça n'a rien à voir, ou très peu à voir avec le rêve, et très peu avec le temps, pour la simple raison que c'est une sorte de dimension parallèle au temps vécu par les humains. Et dans cette dimension parallèle, donc le temps du rêve, ce n'est pas seulement le passé, c'est aussi l'ici et maintenant. Il y a des choses qui grandissent, des choses qui... donc le temps du rêve, en fait, est responsable pour l'énergie continuelle qui fait que la Terre et le paysage, les animaux, les plantes, etc., sont dans un cycle perpétuel de vie, de mourir, de vie, etc. Le serpent arc-en-ciel, qui est répandu partout en Australie, est un des êtres ancestraux les plus importants, donc un être de rêve. Dans l'art, et l'art peut difficilement être
déconnecté de la culture même ou de la cérémonie. L'art fait partie des cérémonies à part entière. Le serpent est bien sûr très présent dans la peinture pariétale, la peinture au corps, les peintures sur le sol. Et même maintenant, ceci c'est une photo que j'ai prise à Sydney, à Woolloomooloo, l'année passée. Woolloomooloo est un quartier où il y a beaucoup de gens aborigènes qui vivent, et donc le serpent arc-en-ciel est toujours présent. Donc le serpent comme être créateur et destructeur. Maintenant, on est dans la région de Kimberley, donc la région au nord-ouest de l'Australie. À la veille de Noël 1974, il y avait un cyclone, Cyclone Tracy, qui a détruit la ville de Darwin. La ville de Darwin, la ville la plus importante dans le nord de l'Australie. Comme vous le voyez, ça c'était le jour après, donc Noël 1974, le jour après le passage de Cyclone Tracy, qui avait vraiment dévasté cette ville. Pour les aborigènes, c'était un signe. En fait, ce n'était pas un événement naturel, c'était en fait le serpent arc-en-ciel qui s'était fâché. Il s'était fâché parce qu'il trouvait que les gens aborigènes buvaient trop d'alcool et ne poursuivaient plus leur responsabilité religieuse, leurs responsabilités culturelles. Donc, le serpent arc-en-ciel, dont la vision de la population aborigène, a voulu montrer son pouvoir en détruisant la plus grande ville européenne, blanche, dans le nord de l'Australie. Paradoxalement, cet événement a aussi donné naissance à une école d'art contemporaine dans la région du Kimberley. Quelques jours avant Cyclone Tracy, à quelques centaines de kilomètres vers l'ouest, donc dans l'Australie de l'ouest, il y avait un accident avec une femme qui a été grièvement blessée. Un avion, donc des Flying Doctors, a voulu la prendre à l'hôpital à Wyndham ou à Broome, et elle est décédée dans l'avion. Son esprit, comme il est coutume dans la tradition aborigène, est retourné à la place de naissance, à sa place de naissance. Et ce voyage, pendant lequel elle voyait des événements du passé, entre autres des massacres qui ont eu lieu dans le passé, ce voyage, donc l'esprit est allé raconter à son neveu, Rutherford Thomas, et a raconté tout son périple. Lui a aussi donné un nouveau cycle de chant, le Rourir. Et pour ce cycle de chant et de danse, il y avait des peintures qui ont été produites à la fin des années 70, début des années 80, pour faire cette cérémonie Rourir. Donc, Rutherford Thomas, il y a une œuvre dans l'exposition ici, peint le Cyclone Tracy. Willy Willy, c'est un cyclone, c'est une tornade. Et le serpent, ici, Cyclone Tracy, le cyclone et le serpent se rejoignent comme une unité. D'autres peintures de Rutherford Thomas, on voit ici un de ces panneaux que les danseurs portaient derrière le dos pour danser. Et d'ailleurs, dans l'exposition, vous pouvez voir une photo où on voit, je crois que c'est justement Rutherford Thomas en train de danser. Aussi dans la région de Kimberley, une des formes d'art les plus anciennes, ce sont les Wandjina. Les Wandjina, ce sont des ancêtres. On voit apparaître les premiers Wandjina à peu près 5400 ans avant notre ère. Typiquement, ils n'ont pas de bouche, ils ont des grands yeux, ils ont un nez, mais ils n'ont pas de bouche. On dit que s'ils avaient une bouche, ils pleuvraient continuellement. Donc, ce sont des ancêtres qui sont responsables pour la pluie. Qui dit la pluie
dit aussi le serpent arc-en-ciel. D'ailleurs, ici, une peinture pariétale où on voit une figure Wandjina et les serpents. Ce qui est intéressant, c'est que le corps du Wandjina devient presque un avec le corps des serpents. Il y a un lien entre les deux. Vous voyez cet ovale, ici. Il y a plusieurs explications pour cet ovale, mais une serait que ce serait un acre gravé. Et les nacres gravés qu'on trouve bien sûr à la côte ouest, donc la région de Kimberley, de Broome, de la ville de Broome, trouvaient leur chemin jusqu'en Australie centrale. Ils étaient gravés avec des motifs, souvent des motifs comme ceci. Et en Australie centrale, ils étaient utilisés par les faiseurs de pluie pour appeler la pluie, pour faire venir la pluie. Souvent, ces nacres étaient aussi perçus comme les écailles du serpent arc-en-ciel. Le serpent arc-en-ciel qui peut être énorme, qui peut avoir la taille d'un petit serpent, qui peut être homme ou femme, ou amalgame de plusieurs animaux. Et comme cela, on entre dans la région du désert. On voit donc la similitude dans le graphisme de ce nacre et l'œuvre de Jackie Giles. Jackie Giles, d'ailleurs, qui est un artiste du désert occidental, qui était un Angkari, donc un guérisseur. Donc, Australie centrale, le désert. Les serpents sont prominents dans les régions désertiques, comme partout, et plusieurs rêves. J'ai ici, c'est pas correct, mais c'est pas tout à fait correct, mais j'ai mis légende entre guillemets, parle du serpent. Donc, l'art contemporain du désert a commencé en 1971 à Papunya, la petite communauté de Papunya, mais bien sûr trouve ses origines dans la peinture pariétale, rupestre, où on voit dans des peintures qui ont parfois des milliers d'années, qui ont parfois des milliers d'années, des motifs qu'on retrouve aussi dans la peinture contemporaine. Les peintures contemporaines ne sont pas inspirées, les peintres contemporains ne se sont pas inspirés de ces peintures rupestres, plutôt c'est une continuation. Bien sûr, la peinture corporelle en préparation de cérémonies et de danses. Une autre grande source pour l'art contemporain, les peintures sur le sol, dessins sur le sol plutôt, peinture contemporaine des années 70, et des grandes installations qui sont souvent faites dans un contexte sacré, pour des grandes cérémonies. Ici, c'est une peinture qui a été réalisée pour une performance publique. Mais on voit très bien, donc, les différents motifs comme les cercles concentriques, les songlines, les pistes de chant, que les ancêtres suivent d'un point jusqu'à un autre point au site, et ces étranges structures qui font presque que les cercles deviennent 3D, hein, et c'est presque comme s'il y a une pulsation. Le cercle concentrique est l'élément le plus répandu dans l'iconographie du désert central et occidental. Souvent, ça représente aussi une sorte de passage entre le monde réel, le monde vécu par les humains, et le monde du rêve, le monde des rêves. Dans cette peinture de
Cliff Reed. On voit cela très bien expliqué. On voit donc ces cercles concentriques qui sont probablement des points d'eau. On voit vraiment les serpents sortir de ces points d'eau. Donc, or, l'importance du serpent comme un être réel, d'un côté, et d'un être mythique, d'un être de rêve, d'un ancêtre créateur. Peinture de Tiger Palpacha. Il y a une peinture dans l'exposition et avec une vidéo, on voit réaliser cette peinture. Tiger Palpacha vient des pays Epiwa, Epiwa pour Ananhu, Pichanchara, Yankunichara. Ce sont des groupes de langues. Si on voit Tiger, qui est un grand homme de loi, initié, aussi Nankari. Nankari, donc médecin du bouge, il pouvait guérir des gens. Il avait d'ailleurs une sorte de marque tout près du clavicule. Et il disait que c'était en fait le point d'entrée du serpent arc-en-ciel. Son rêve, c'était Vanampi le serpent. Et pour lui, il y avait presque une sorte d'identification avec cet être de rêve. Il était le serpent arc-en-ciel. Voici encore une peinture de Vanampi. Vanampi, donc ce grand serpent qui peut faire plusieurs, selon certaines histoires de rêve, peut faire plusieurs centaines de mètres et voyage pendant des kilomètres en créant des sites. Dans d'autres histoires, Vanampi, où il y a en fait deux serpents, ce sont deux frères qui demandent à deux sœurs, pas leurs sœurs, mais deux femmes qui sont sœurs, d'aller chercher de la nourriture pour eux. Ils le font au début, mais puis ils mangent la nourriture elle-même. Et les frères sont en colère, sont tellement en colère qu'ils se métamorphosent en serpents et les poursuivent. Sur la terre, en dessous de la terre, sur la terre, en dessous de la terre. Et c'est comme cela qu'ils créent ces différents points d'eau, ces différents passages, ces différents sites dans le paysage. Ils essayent d'attraper les sœurs en leur faisant des blagues, pas toujours très rigolo, mais bon. Et Piltati, qui est un point central d'eau, est un des sites les plus importants pour Vanampi dans le désert, donc pour le serpent arc-en-ciel. Autre peinture de Longtom Japananka, on voit un peintre qui peint pas avec une iconographie traditionnelle, mais qui peint avec une iconographie occidentale. Donc on voit les montagnes, les collines plutôt, et le serpent omniprésent. Ginger Riley, Mundavala, qui est aussi un des artistes présents dans l'exposition. On a 3 dessins ou 3 œuvres sur papier de lui. Il peint Yarimala et Bulukbun, c'est des êtres de rêve, des serpents. Et voici, on voit Yarimala. Yarimala qui est parfois représenté comme 2 serpents. Tout comme l'arc-en-ciel peut aussi parfois être doublé. Parfois, on a le double arc-en-ciel. Yarimala, quand il se fâche quand la loi est transgressée par les initiés ou par des gens qui vont être initiés, il se change en Bulukbun. Et Bulukbun, c'est presque comme un serpent chinois, c'est comme un monstre presque. Donc, il a des écailles sur le dos qui se lèvent
et il chasse les initiés ou les gens qui ont transgressé la loi avec son haleine très chaude, il les brûle. D'ailleurs, dans la même région d'où Ginger Raleigh est, il y a aussi des mines d'uranium ou de l'uranium qu'on peut trouver. Pour les aborigènes, miner ce minéraux, miner l'uranium est très dangereux. Pourquoi? Parce que on trouve l'uranium justement sur un site très sacré du serpent arc-en-ciel. Et c'est là où réalité géologique et mythe, rêve se confondent ou se retrouvent. On arrive à la terre d'Arnhem. La terre d'Arnhem est probablement la région. Donc la terre d'Arnhem, vous avez vu la carte au début. Donc c'est la région qui se trouve au nord-est de l'Australie, région tropicale avec beaucoup de forêts vierges, aussi des cavernes, des grottes, et aussi des billabongs. Billabong, c'est une sorte de lac, c'est un point d'eau. Donc le serpent arc-en-ciel dans la région est l'être ancestral le plus important. Il est souvent connu sous le nom de Ngaliot, mais il y a beaucoup d'autres noms dans le langage nous. Et dans l'art rupestre, la peinture, on le retrouve dans l'art, bien sûr, l'art rupestre, peinture sur écorce. Voici une photo pour vous donner une idée comment ces peintures sur écorce sont réalisées. Donc la brosse que l'artiste utilise, c'est une brosse faite à partir de cheveux humains. Dans la terre d'Arnhem, donc, l'Australie est très grande, hein, et ce que je vous donne ici, ce n'est qu'un minime aperçu de tout ce qui se passe au niveau d'art. Mais même la région de la terre d'Arnhem, qui est perçue comme un bloc culturel, on peut déjà retrouver 3 grandes répartitions dans l'art, notamment entre la terre d'Arnhem de l'Ouest, où les peintures qu'on trouve sont plus figuratives, et ces figures sont faites sur un arrière-plan monochrome. La terre d'Arnhem centrale, où on trouve encore des éléments figuratifs, mais où on utilise presque toute la surface de l'écorce. Et la terre d'Arnhem du nord-ouest, entre autres avec la grande communauté Yirrkala, où on peint toute la superficie de l'écorce. Je vous montre d'abord quelques œuvres de Yiravala, un des plus grands artistes du XXe siècle, justement du serpent arc-en-ciel, qui, comme vous le voyez, est un sujet très riche pour la peinture aborigène. Ou ici le serpent arc-en-ciel qui punit des initiés qui n'ont pas respecté la loi. D'ailleurs, je crois qu'il perd sa tête. Puis, un des grands artistes est Lofty Bardayal Nachamarek. On a plusieurs œuvres de lui, ou 2 œuvres de lui dans l'exposition. Lofty Nachamarek, qui peint aussi Ngaliot, le serpent arc-en-ciel, mais le serpent arc-en-ciel n'est pas tout à fait représenté comme un serpent. Il a la queue d'un poisson, d'un barramundi, qui est une espèce de poisson tropique qu'on trouve dans le nord de l'Australie. Il a la tête de crocodile, parfois de kangourou aussi, en tout cas avec des dents de crocodile. Il a ces étranges. Souvent, il a le ventre d'un émeu. Donc, un émeu, c'est une autruche australienne. Et ces éléments-ci, qui sont parfois associés au buffle d'eau. Le buffle
qui est bien sûr une sorte d'animal, un animal qu'on a introduit au cours du 19e siècle en Australie. Mais pour les aborigènes, tous les animaux, tous les êtres vivants viennent du serpent arc-en-ciel. Et on retrouve ces choses ici qui sont en fait des feuilles de nénuphar, des plantes donc de nénuphar. Donc dans cette représentation du serpent arc-en-ciel, tout vient ensemble. On a des éléments de la flore, de la faune. Et c'est une manière de dire en fait que le serpent arc-en-ciel est responsable pour toute vie, est à l'origine de toute vie. Donc, je vous avais parlé de ces billabong, qui est un mot australien. Ce sont plutôt, bon, je dirais, des lacs où on trouve ces feuilles de nénuphar. Les nénuphars, quand les nénuphars sont ouverts, on dit que le serpent arc-en-ciel réside dans l'eau. Au début de la mousson, de la saison des pluies, le serpent arc-en-ciel sort de son trou d'eau et fait communiquer avec d'autres serpents arc-en-ciel dans la région par le tonnerre et par l'éclair. À l'aéroport de Darwin, donc Darwin, j'ai déjà mentionné cette ville qui a été détruite, on l'a bien sûr rebâtie. L'aéroport international, on trouve une grande œuvre de Lofty Manchama Iqbal d'ailleurs. Ces peintures sur écorce, bien sûr, maintenant on les trouve dans des musées, mais souvent dans le passé, ils étaient utilisés, les écorces même, comme une sorte de brise-vent, de protection contre le vent ou la pluie, ou certains intempéries. John Mawuntjul, un artiste très important, dont il y a aussi une œuvre dans l'exposition. John Mawuntjul était un des artistes aborigènes dont son œuvre a été montrée pour la première fois en Europe. Et c'était au cours de Magiciens de la Terre, une exposition très importante qui a eu lieu en 1989 à Beaubourg, au Centre Pompidou et à Parc de la Villette. Et cette peinture-ci date donc de 1988-89, donc a été montrée à Paris pendant cette grande exposition. Donc on retrouve le serpent arc-en-ciel, mais le serpent arc-en-ciel, son corps devient presque une sorte de paysage. Son corps a été réalisé avec des hachures, avec la palette traditionnelle qui comprend le noir, le blanc, le jaune et le rouge. Jaune et rouge sont des ocres. Et cette technique d'hachure permet justement d'introduire un effet optique dans la peinture. Un effet optique qui fait que le serpent arc-en-ciel, qu'on peut montrer la peau du serpent arc-en-ciel et donner une sensation que cette peau est mouillée, que cette peau s'y glisse partout, que le serpent arc-en-ciel est en mouvement, s'y glisse. Ici d'ailleurs, on retrouve aussi les nénuphars, donc de nouveau une référence au paysage, une référence au lieu où le serpent arc-en-ciel réside, et ces points qui sont des sites importants. Par exemple, John Mawuntjul même peint et vivait plutôt, un site nommé Mimilkan. Et Mimilkan, c'était justement un site très important où le serpent arc-en-ciel est sorti de la terre. John Mawuntjul peint aussi des lorcon ou larakich. Ce sont ces objets. Ici, ce sont en fait vous connaissez probablement le didgeridoo. En fait, le principe est le même. Ce sont des arbres qui ont été vidés par des termites et qui par la suite ont été peints, et dans le passé on mettait les os des défunts
Donc, il a été utilisé à des fins funéraires. Ces poteaux funéraires sont décorés avec des peintures claniques. Et de nouveau, on retrouve la palette traditionnelle. Et je vais dans un instant revenir vers cela. La palette traditionnelle, comme sur cette peinture, on voit très bien l'arc-en-ciel, les serpents qui sortent, et la cérémonie d'initiation ou funéraire. Tout comme dans l'œuvre de Mitinari Ruruiwi, où le serpent arc-en-ciel est vraiment représenté par un arc-en-ciel. Non, pour nous, l'arc-en-ciel a plusieurs couleurs. Un arc-en-ciel, donc c'est limité à la palette de couleurs traditionnelles, notamment le blanc, le noir et l'ocre rouge, l'ocre jaune. C'est une palette de couleurs qui a aussi qui a aussi une certaine signification. Le blanc, dans la culture aborigène, c'est la couleur du deuil, c'est la couleur des os, du squelette. Le noir, c'est la couleur de la peau. Le rouge, bien sûr, c'est la couleur du sang. Et le jaune, c'est la couleur du foie, par extension de tous les organes. Donc on a des organes, on a le sang, on a le squelette et la peau. Donc ça fait un être humain. Donc c'est une palette très symbolique. On a un autre serpent dont le ventre est rempli d'œufs et 2 bâtons à fuir. Ces 2 bâtons à fuir racontent une autre histoire. C'est l'histoire des sœurs Wavilach ou Wavilach. Ah oui, donc je voulais encore faire référence à la palette traditionnelle. Et c'est une des œuvres qu'on peut trouver dans l'exposition. On a 4 œuvres de l'artiste du centre de l'Australie, Emily Kamknakwari, qui a réalisé une série d'œuvres avec cette palette traditionnelle, avec des pigments naturels, avec des ocres naturels. Donc, voilà. Il nous faut les bâtons à fuir. Les bâtons à fuir, ce sont des attributs de Sœur Wavilach qui les ont utilisés pour faire jaillir l'eau fraîche à plusieurs endroits dans la terre d'Arnhem. Et l'eau fraîche, qui dit eau fraîche, dit aussi vie. Ça permettait aux gens, aux animaux, aux plantes de vivre. Dans cette peinture de Wanubi Marika, on voit cette histoire des sœurs Wavilach. On voit les 2 sœurs, le serpent arc-en-ciel qui les engloutit, et puis, après un certain moment, les ressurgissent. On voit encore toujours la forme du serpent, mais les sœurs mêmes sont métamorphosées en lois. Bon, ce ne sont pas des tablettes de loi de Moïse, mais on pourrait le croire. Mais l'idée, donc les sœurs ancestrales, les Wavilach, à un certain moment, sont englouties par le serpent arc-en-ciel, par cet ancêtre. Pourquoi Cela dépend d'histoire en histoire, de région en région. Une explication est qu'ils ont, dans une version, ils voyagent avec 2 fils qui, eux, ne sont pas ressurgis. Ce sont seulement les femmes qui sont ressurgies. Dans une autre version, ils vont se baigner et, avec leur sang de menstruation, ils mettent le serpent arc-en-ciel en colère qui va les engloutir. Mais dans toutes ces versions, à un certain point, les sœurs ressurgissent et deviennent donc, ont des pouvoirs surhumains. Et c'est souvent le cas, souvent dans plusieurs histoires où le serpent arc-en-ciel engloutit des gens et les ressurgit par la suite. Ces gens ont des pouvoirs magiques. Et je renvoie de nouveau à Tahir Palpacha, donc
ce monsieur, cet artiste du centre de l'Australie, qui avait cette marque où il disait que le serpent était rentré et sorti, mais qui aussi avait le pouvoir de sauver les gens, de guérir les gens. Une autre représentation des sœurs Wavilach par Peter Daitangku, avec leur fils. Et une œuvre de Jambama Mahaviri, qui n'est pas dans l'exposition, qui est un artiste très important. C'est un activiste, artiste et grand homme de loi Yolnu. Il peint Baralcha. Baralcha, c'est un lieu dans le nord-ouest de la terre d'Arnhem, tout près de Bloomet Bay. Et c'est surtout l'endroit où Mundukul, ou Buruji, comme on l'appelle aussi, réside. Donc un serpent arc-en-ciel très important. On l'appelle aussi le serpent des éclairs, the lightning spirit. Et c'est une peinture sur écosse. Vous devez donc vous imaginer que cette peinture c'est presque sculptural. Elle n'est pas plate. Donc on voit vraiment l'Écosse, donc elle bouge. Et je vous dis cela parce que c'est important pour le sujet. Ceci, c'est la mer, ce sont les eaux. C'est Baralcha. On voit vraiment l'eau. Quand on voit la peinture en vrai, on voit vraiment, presque on a la sensation d'eau qui bouge, qui est dynamique. On a Mundukul au commencement de la saison des pluies. Donc, on dit souvent qu'il est réveillé par la première goutte de pluie, vient à travers les eaux et commence à jeter des éclairs dans le ciel. Donc on a l'éclair, donc le ciel, et dans l'horizon, il y a d'autres serpents à l'horizon qui, eux aussi, communiquent par le tonnerre et par les éclairs. Et ça, c'est le commencement de la saison des pluies, par la mousson. On a plusieurs serpents partout dans la région qui commencent, un éclair là, et pour les aborigènes de la région, ce sont les serpents arc-en-ciel qui communiquent entre nouveau un point d'eau avec les nénuphars, où le serpent arc-en-ciel réside. Une œuvre de Malaluba Humana, pour terminer. Il y a 2 œuvres de Malaluba Humana dans l'exposition. Et dans son œuvre, ce qui est intéressant, c'est que donc elle peint le site de Yarimala, un endroit très important, un point d'eau très important dans le nord-ouest de l'Australie, donc dans la région de la terre d'Arnhem, dans la région de Yolnu. Et on voit les nénuphars. Mais les nénuphars se fondent presque avec des êtres qu'on pourrait imaginer comme des serpents. Donc les serpents, les nénuphars, la nature, l'être ancestral deviennent un. Ceci est probablement aussi une représentation du serpent arc-en-ciel qui unifie tous les clans dans la région. Tous les clans dans la région, en Australie, et même en dehors de l'Australie, sont unifiés par le serpent arc-en-ciel. Et pour terminer de cette image que j'ai prise à la Fondation Opal en Suisse, il y avait 3 musiciens Yolnu qui sont venus en juillet 2019, c'était juste avant le Covid, qui ont joué avec des didgeridoo qui ont chanté des chansons qui avaient à voir avec le serpent arc-en-ciel. C'était une journée, le ciel était bleu, et ceci était apparu quand ils jouaient. Donc il n'y avait pas de pluie, rien, il y avait tout à coup même pas un arc-en-ciel, ce corps presque en arc-en-ciel et cette tête étrange qui sont apparues. Voilà, la présence du serpent arc-en-ciel qui
a fait sa présence au musée Yves Saint-Laurent ici à Marrakech. Voilà. S'il y a encore des questions, je propose peut-être qu'on le fasse lors de la réception. Vous êtes tous le bienvenu et invités. Merci Georges, mais ça pose notre